Le journal de Télémiroir, ce soir, c'est avec Christophe Chez. Bonsoir Christophe. Bonsoir Pierre-Paul. Vous allez bien? Très bien, vous-même. Vous êtes vous avez remarqué lumineux et scintillant. Voilà, ben peut-être on vous repassera une petite image tout à l'heure là des Centurions, c'est quand même l'actualité. Allez, les Centurions, allez en image, les Centurions, si on peut retrouver tout de suite un extrait du petit clip de la victoire. Voilà, ils ont remporté hier, c'était au stade Kaufmann à Nîmes, le championnat de France de deuxième division de football américain. Ils ont gagné un casque d'or et puis une coupette, mais surtout ils ont gagné l'accès à l'élite l'année prochaine. Donc on aura un club de plus et on peut, voilà, avec des images tout à fait sympas et tout en finesse de mes amis footballeurs américains. Voilà. Donc ils seront l'année prochaine en élite 1. Ça, on les a toujours suivis sur Télémiroir, mais on les suivra encore un petit peu plus. Voilà, vous allez nous parler, vous, des emplois menacés, c'est moins drôle, au Salon du Midi, à Aigues-Mortes, et puis de musique sur cours, rendez-vous musical proposé par le Théâtre de Nîmes, et puis un retour sur le week-end taurin. Je crois que c'était pas trop mal à Vauvert, c'était un peu raté à Moguio. On verra ça en fin de journal. En fin de journal, c'est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. On commence cette troisième semaine du mois de juin avec cette information à caractère social et la rencontre cet après-midi à Aigues-Mortes des représentants du syndicat CGT des Salins du Midi avec des élus, notamment Jean-Paul Boré, le vice-président de la région Languedoc-Roussillon, mais aussi le conseiller général du Gard, Patrick Bonton, des salariés qui s'inquiètent après l'annonce le 12 juin dernier de la volonté de la Société des Salins du Midi de vendre à terme la totalité des territoires exploités par l'activité salinière, des organisations syndicales qui entendent tirer le signal d'alarme au moment où un plan social annonce la suppression de 59 postes sur le site d'Aigues-Mortes et qui souhaitent sensibiliser l'opinion publique sur ce qu'elle considère être en réalité une opération financière, je cite, totalement étrangère à la gestion de l'entreprise. Alain Bellon les a rencontrés cet après-midi. Vendredi soir, au cours d'une réunion, Jean-Paul Boré, élu au conseil régional, et Patrick Bonton, élu au conseil général, ont appris de nouvelles. La vente du patrimoine des Salins du Midi dans sa globalité. C'est au Conservatoire du Littoral, dont je suis membre du conseil de rivage avec Patrick Bonton, conseiller général, où nous avons appris que le président directeur général Lévy avait informé le maire d'Arles de sa volonté de mettre en vente la totalité du patrimoine des Salins du Midi, à savoir 25 000 hectares. Lors de cette réunion, il était prévu de discuter de la vente d'une partie des territoires pour 6 000 hectares dans les Bouches-du-Rhône et puis 3 100 sur le territoire de Saint-Laurent-des-Gouzes. Bien sûr, nous étions opposés, d'autant que là, on nous a annoncé les chiffres éventuels de la vente au Conservatoire littoral qui s'élèvent à 84 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on s'apprêterait par ce biais à financer avec de l'argent public pour rembourser les dettes contractées par les banques qui forment la holding actuelle des Salins du Midi. Loin d'être une opération pour mener à bien les investissements des Salins, nous voyons bien que derrière il y a une pure opération financière. C'est la raison pour laquelle nous la condamnons et nous nous y opposons. Les salariés avaient dénoncé il y a quelques mois la vente de sites, dont celui du Léran, qui fournit une part importante de la production d'Aigues-Mortes. Si le Léran 2500 hectares est vendu, on ne pourra jamais dépasser une production de 250 tonnes dans l'année, donc on ne pourra pas fournir en cas de fort déneigement ou en cas d'intempérie. Voilà. Et puis ça va se traduire par 57 postes supprimés sur le Salin d'Aigues-Mortes qui comporte 210 emplois. Vous savez qu'à un moment donné, il faudrait qu'ils vendent la compagnie, mais on pensait qu'ils allaient vendre le groupe Salin du Midi. Alors, qu'ils le vendent en totalité ou qu'ils allaient le vendre, on va dire parcellé, Aigues-Mortes, Varangeville, Giraud, indépendamment, mais on ne pensait pas du tout, par rapport à ce qui nous a été appris aujourd'hui, qu'ils souhaitaient vendre la totalité des terres. Ça, c'est quelque chose qui nous surprend, parce que ça veut dire quelque part qu'ils se mettent plus ou moins dans l'idée on va pouvoir abandonner l'exploitation salinière en France. Politiques et syndicats réagissent et lancent un appel. Quand samedi matin, j'ai appris cette confirmation de cette démarche purement financière concernant le Salin du Midi au détriment de la relance industrielle, de suite au niveau départemental, régional, mais aussi au niveau confédéral, tout le monde est au courant. Il y aura une intervention directe auprès du ministère du Travail et de l'Environnement pour dénoncer cette opération purement financière. Je lance un appel à ce qu'il y ait un front commun de tous les élus, de tous bords, pour que nous exigeons
que l'activité salinière perdure à Aigues-Mortes parce que c'est un enjeu économique, c'est un enjeu pour l'emploi. Voilà, et nous suivrons cette actualité sociale, économique, bien sûr, mais nous vous proposons de basculer sur un volet, un rien plus festif, cher Christophe. En effet, Pierre-Paul, depuis 20 ans maintenant, Francis Fabre est le maire de la commune de Domazan, village gardois situé dans le canton d'Aramon et qui célébrait ce week-end sa fête votive. Tout au long de l'été, par ailleurs, notre chaîne va devenir la télé des fêtes votives avec un journal quotidien qui vous permettra de vivre les plus grands moments festifs dans les communes gardoises, mais pas que, entre spectacles de rue, entières et animations en tout genre. Ce week-end, c'est une équipe de choc, vous allez vous en rendre compte, qui a investi Domazan afin de vous rendre compte de la manière la plus fidèle qui soit. Exactement. Chic et choc. De la manière la plus fidèle qui soit de l'ambiance qui régnait sur il y a de les bords de l'investissement, Briançon. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Un CG donc signé Alain Bonnet avec au micro les commentaires avisés de Pichounette alias Laura Théard. Et voilà, quelques aubades, tout ça pour dire que la fête votive 2009 du village de Domazan venait de commencer. En effet, durant 3 jours, la population a été multipliée par 10, bien décidée à s'éclater et à mettre de côté les soucis quotidiens. La fête, c'est un moment un peu privilégié pour que l'ensemble des habitants se retrouvent en un lieu qu'on essaie d'imaginer le plus convivial possible. Une ambiance de folie régna dans les rues grâce entre autres à Bruno, un DJ déjanté qui s'était transformé en mouton à Saint-Pat au grand plaisir de tous. Quant à la population, leur réaction par rapport à la fête est plutôt éloquente. Et voilà, c'est une autre planète, on est là, on est bien, pendant 3 jours on oublie tout. Bon, et vos t-shirts alors? D'où ils viennent? Je crois. En fait, on s'est connus sur internet, et ils sont arrivés il n'y a pas longtemps là. Mais c'est exceptionnel la fête à Domazan. Tous les ans, on l'attend la fête à Domazan. Pas d'électro, pas de canon parce qu'ils n'aiment pas ça ici. Ils aiment pas l'électro à Domazan? Pas du tout. Aïe aïe aïe. Et non plus les blondes. Ah bah c'est pas gagné pour moi alors. Entre l'élection de Mister Domazan, l'anciero de nuit et le repas traditionnel qui avait un goût de Crazy Horse, il y avait de quoi s'occuper. Tard dans la nuit, enfin tôt dans la matinée, la fête s'est prolongée en folie et si quelques excès ont été constatés, les fêtards responsables ont décidé de rentrer chez eux, enfin sur place, à bord de leurs autos, tamponneuses bien sûr. Eh ouais, on a fait aussi les autos tamponneuses. C'est ça la fête à Domazan. Je vois ça. Mais j'ai pas reconnu la personne avec laquelle vous partagiez votre auto tamponneuse. Ah, écoutez, je ne vais pas vous raconter ma vie privée. Donc, à partir du 6 juillet, sur le JT des fêtes votives, tous les soirs sur Télémiroir. Alors, il y aura un petit peu d'actualité aussi importante, mondiale, économique, mondiale, tout ça, des trucs, la bourse, à 19h30. Mais il y aura surtout le JT des fêtes votives du 6 juillet au 30 août. Et au vu de ces images, Pierre-Paul, vous allez donner de votre personne. Ah, mais on fait rien pour rien, nous. Voilà, sur Télémiroir, soyez toujours prêts à être surpris. Allez, retour à Nîmes pour un autre type de soirée. Samedi dernier, avec la tenue aux arènes d'une réunion de catch organisée par la WWE, la World Wrestling Entertainment, créée en 1952, est considérée... La World Wrestling Entertainment. Exactement. C'est presque aussi top que l'espagnol. On peut y aller? Que votre espagnol. Allez-y, je vous en prie. Donc la WWE qui a été créée en 1952 et qui est considérée comme la plus importante fédération mondiale de catch. Quelques heures avant les combats, les fans des catcheurs présents dans la capitale gardoise s'étaient donné rendez-vous dans la galerie marchande d'un grand centre commercial afin de se prêter au jeu d'une séance de dédicace. Beaucoup de monde, comme vous allez pouvoir le constater, sur ces images tournées par Nicolas Pinchino. Le commentaire est signé Olivier Michel. Il y avait José Thomas pour remplir les arènes jusqu'en haut, il y aura désormais les stars de la WWE. Samedi soir, la vague du catch a déferlé sur l'amphithéâtre romain et dans l'après-midi, c'est Cap Costière qui a subi la première déferlante à l'occasion d'une signature de dédicace orchestrée par Planète Saturne. J'attends ça depuis que je suis tout petit, étant donné que je suis ça depuis longtemps. Et c'est vrai que savoir là, chez soi, ça fait un peu bizarre quand même. On est là depuis 11h et on fait la queue et pour voir, on savait pas du tout qui c'était, on est super content que ce soit MVP, c'est un gars qu'on apprécie bien et donc on est vraiment très content. Une belle... Ce soir vous allez aux arènes? Oui, on a la place dès le début de la vente quoi. Et c'était super, c'est la première fois
C'est dommage qu'ils parlent anglais, mais c'était super. Je pensais vraiment pas, c'est exceptionnel de voir ça. Donc c'est vrai que ça a un engouement énorme. Et franchement, je suis très étonnée. Un étonnement partagé par les commerçants de la galerie marchande. Le magasin H&M a même dû pour un temps baisser le rideau. Impressionnant, et c'était plein bien sûr aux arènes. Toutes les places avaient été vendues quelques jours, semaines à peine après leur mise en vente. La WWE, moi je ne savais même pas ce que c'était, voilà. Moi j'étais à Domazan, on ne peut pas être partout. On ne peut pas être partout. Et puis je suis persuadé qu'avec votre tenue des Centurions de Nîmes, vous auriez eu le même succès auprès des fans des catcheurs. Bon, est-ce que vous avez une petite information sportive ? Une petite information sportive. Du vrai sport, oui. Pas du chiquet. Pas du chiquet. Comme vous le dites, cela concerne le Nîmes Olympique avec la confirmation en fin de matinée de la signature du capitaine des Crocos nîmois, à savoir Mehdi Mostefa, qui a signé un contrat de 3 ans qui serait engagé en faveur du Nîmes Olympique, qui, je vous le rappelle, évoluera l'année prochaine lors de la saison de football 2009-2010 en Ligue 2 aux côtés de l'AC Arles Avignon, dont l'Assemblée Générale se tiendra demain, mardi 16 juin, à la Maison des Associations d'Arles. C'est au cours de cette Assemblée extraordinaire d'ailleurs que l'AC Arles deviendra l'AC Arles Avignon, donc en vue de la formation professionnelle qui évoluera l'année prochaine aux côtés du Nîmes Olympique, notamment en Ligue 2. Et qui jouera à Avignon, on a compris. Au Parc des Sports. Ce soir commence le festival Musique sur Cours avec un premier concert annoncé à 21h à la cour de l'hôtel Boudon. Rencontre avec le Quatuor Modigliani pendant leur répétition. Le reportage est signé Raphaël Louis et Michael Rubin. À l'occasion de la 3e édition de Musique sur Cours, la ville de Nîmes reçoit quelques-uns des plus grands artistes classiques du moment. Cette édition est placée sous le signe de Joseph Haydn à l'occasion du 200e anniversaire de sa disparition. Quatuor à cordes, adagio, concerto, sonate et trio pour piano de Haydn ainsi que de Mozart sont au programme de ces 3 jours de festival. Alors ça fait maintenant 6 ans que notre quatuor existe. On l'a fondé en 2003 quand on était encore étudiant au conservatoire. Et donc là c'est vrai que ça prend et sort chaque année. On a de plus en plus de concerts et on est très heureux cette année de revenir à Nîmes pour la 2e fois. Nous étions venus il y a 2 ans déjà. En fait, c'est la 2e fois qu'on joue avec le pianiste Ido Barchaï. On a joué il y a déjà 3 ans. C'était, en plus, on s'en souvient très bien, c'était à l'Île-Dieu, donc c'est pas banal comme lieu de concert. On avait joué un quintet de Dvorak. Ce qui était amusant aussi, c'est qu'on était en Israël, parce qu'il est israélien comme pianiste. On était en Israël la semaine dernière et on a essayé de pouvoir répéter là-bas. Après, c'était un peu compliqué pour organiser tout, mais c'est un vrai plaisir de pouvoir rejouer avec lui ce soir. Il n'y a pas d'appréhension plus que d'habitude, mais en même temps, c'est toujours un petit quelque chose quand même qui est nécessaire pour avoir une concentration suffisante et une envie aussi de se dépasser au moment du concert. Donc voilà, on s'est préparé pour être au top et donc on verra tout à l'heure comment ça va se passer avec le public. Retrouvez Ido Barchaï, Claire-Marie Leguet, le trio Wanderer et le Quatuor Modigliani à partir de ce soir 19h jusqu'à mercredi au cloître des Jésuites et dans la cour de l'hôtel Boudon. À ne pas manquer ce joli rendez-vous. Et Christophe, ce n'est pas possible, ce que vous m'expliquez. On a certainement à Télémiroir déjà fait un sujet sur la musique classique. C'est pas possible autrement. Bon, on le cherchera. On fait des preuves, Pierre-Paul. On le cherchera en profondeur. Par contre, un truc qu'on fait souvent, c'est la BD. En effet, on reste dans le domaine du loisir avec la tenue ce week-end du festival de bande dessinée proposé au sein de la commune de Langlade. C'est sous l'appellation du PPI FBDM, le plus petit et plus informel festival de bande dessinée du monde, que les inconditionnels des coups de crayon se sont donné rendez-vous pour des rencontres hautes en couleurs. Notre spécialiste BD, Philippe Reg, a profité de ces journées ensoleillées pour rencontrer les auteurs présents avec des œuvres résolument originales et axées justement vers la nouveauté. Une rencontre avec le public toujours très appréciée de part et d'autre, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte dans ce sujet. Le plus petit et le plus informel festival de la bande dessinée du monde s'est déroulé à Langlade les samedis 13 et dimanche 14 juin 2009. Comme quoi, on peut être petit, très informel, mais séduisant et original.
Langlade est choisi, mais ils veulent effectivement que ce petit festival, qui j'espère sera grand, rayonne au moins dans le pourtour nîmois et dans l'Avonage qui est proche. Arbres à livres, expositions personnalisées, dévoilant le travail des auteurs invités, matchs de football, démonstrations de palettes graphiques et bien sûr dédicaces offraient un véritable échange avec le public. Pour être jeune, certains auteurs ont déjà gagné la reconnaissance de grands festivals. C'est par exemple le cas de Bastien Vivès avec Le goût du chlore, paru chez Casterman. Oui, j'avais eu le prix en janvier là, au dernier festival d'Angoulême. Et puis au PPI FBDM avec Thomas Caden, qui était dans la même collection que moi, qui est un ami aussi. Et il m'a gentiment proposé le rôle de président avec Aka. Donc on a un petit duo de présidents pour cette première édition de festival. Et voilà, puis c'est surtout que c'est un festival, c'est la première édition. Et Thomas, il a surtout invité des gens dont il aime le travail, dont il a envie de faire profiter les autres personnes. Et surtout cette idée un peu d'auteur. Donc on est avant tout là pour passer un très bon moment, d'être dans les meilleures conditions pour rencontrer les gens. Là, par exemple, c'est bête, j'ai fait 3-4 dédicaces aujourd'hui, ce qui est pas grand chose comparé à si jamais j'allais dans un salon du livre ou autre part. Mais ce qui est bien, c'est que ces 3-4 dédicaces, je les ai fait avec il y a tous les auteurs autour, il y a les tables, et puis les gens sont à côté, on discute, on s'échange des dessins, il n'y a pas le côté cadré des choses. Tout le cérémonial, et c'est vraiment agréable de pouvoir juste discuter avec des gens. Autre local de l'étape, le récent usésien Joël Alessandra, qui présentait en avant-première son 4e ouvrage intitulé Instinct sauvage. Il est aisé de deviner qu'il y aura une suite à cette heureuse initiative. Dès lors, le 9e art a droit de citer en Pays Vonajol. Dans ce cadre agréable de l'ancienne gare, qui est donc sur la voie verte, qui était de l'ancienne ligne qui faisait Nîmes, Le Larzac, Tournemire, et qui, pour nous, Langlade, qui est un des plus jolis villages de l'Avonage, il ne faut pas oublier que l'Avonage, c'est le jardin de l'agglomération nîmoise. Voilà, et on a raté de peu la coupe au centre de René Abric. Philippe Reg est arrivé trop tard. On reviendra sur de la bande dessinée mercredi soir, tiens, avec encore des auteurs du festival de bande dessinée de Nîmes, et puis également donc des auteurs que Philippe a rencontrés ce week-end à Langlade. Il sera dans le cadre de forum à 18h45. Absolument. On ouvre une riche page taurine avec la première des férias proposées ce week-end dans la région. Je veux bien évidemment parler de celle baptisée Bandas y Toros. Pour sa 5e édition, la feria de Vauvert a mis les petits plats dans les grands, proposant 3 affiches particulièrement alléchantes sur le papier et qui se sont traduites en piste par les sorties en triomphe des novilleros français Roman Pérez et Tomasito, sans oublier le succès important du Colombien Santiago Naranjo, particulièrement à son avantage face au bétail portugais de Pala qui s'est montré fidèle à sa légende. Un cru 2009 de qualité malgré des vides sur les gradins, comme nous le raconte Olivier Michel. Orientation Tourista pour la feria vauverdoise 2009. Les arènes Jean Brunel ont accueilli samedi un lot de Lopez Chavez et dimanche de Pailla. Preuve de la bonne tenue globale des lots, les 2 mayorales ont été invités à saluer. C'est dimanche que les novillos de Pailla se sont le plus illustrés dans les caparaçons. On retiendra d'appréciables mises en suerte comme pour les 2e, 6e et 4e exemplaires. Ce dernier provoquera même la chute du cheval. Oui, on a vu une noviade excellente de Joao Pala qui a enchanté les gens qui sont là et des novilleros qui avaient envie de triompher, qui nous ont régalé. Je pense qu'on a un bilan qui est plus que positif puisqu'on a donné du plaisir hier avec une grande noviade de Lopez Chavez et aujourd'hui avec une noviade touriste de Pala qui a été plus qu'à la hauteur. Côté novilleros, samedi, Roman Pérez et Tomasito sont sortis par la grande porte. Roman Pérez, en recherche constante de lenteur, a raflé les 2 oreilles de son second adversaire. Quant à Tomasito, il a été des plus inspirés tant à la cape par Sapopina qu'à la muleta. Il récoltera 1 puis 2 oreilles.
Dimanche, c'est un cartel de banderilleros qui attendait les aficionados. Marco Leal s'illustre dans la pose des bâtonnets sans pouvoir par la suite communier avec ses novillos compliqués. Raúl Ribera s'accorde avec son second exemplaire mais se prive de trophée à l'épée. Si à la pose des banderilles, le Colombien a gratifié le public de quelques belles envolées, il a présenté un répertoire des plus variés à la cape et maîtrise à la muleta, notamment par naturel sur son second exemplaire. Il rafle un trophée à chacun de ses novillos et sort triomphateur de cet après-midi, applaudi par un quart d'arène, ce qui pose la question de la pertinence d'organiser simultanément 2 férias dans le sud-est, à Vauvert et à Moguio. Oui, je pense que c'est au détriment de la Fiesta Mara parce que le public, on essaie de leur mettre des cartels de luxe. Hein, parce que je pense que ce qu'on a fait ce week-end à Vauvert, c'est 2 cartels de luxe et à la sortie, on n'a pas de résultat. On n'a pas de résultat au point de vue public, donc c'est un peu dommage, mais malgré ça, nous on est confiants et on va continuer parce qu'on a envie de gagner. Une envie de gagner qui passe par les novillades et le plaisir de découverte qu'elles offrent. Vendredi soir, c'est David Torres Cotola qui a remporté le Catavina de Oro. Et Santiago dans la Ranjo, il faudrait qu'il reste un peu en Camargue pour s'entraîner avec les raseteurs, hein, pour sauter la barrière. La réception était difficile après des paires de banderilles particulièrement exposées. Il faudrait les confier à Patrick Mallet. Oui. Faire un stage noir et blanc. Voilà, faire un stage noir et blanc, parce que là c'est dommage, là il gâche un peu. Là. Et puis on note également la bonne tenue des chevaux d'Alain Bonijol et on rassure nos téléspectateurs, bien évidemment. On a vu une chute, mais derrière, le cheval s'est relevé et tout s'est très bien passé au niveau de la cavalerie. Voilà. Actualité tauromachique, vous le savez, particulièrement chargée ce week-end avec la tenue de la corrida de la Romeria de Moguio, décalée d'1 semaine par le maire de la commune, Yvon Bourrel, afin de ne pas parasiter avec la tenue du scrutin des élections européennes de dimanche dernier. Alors ça n'a pas parasité le scrutin, encore qu'on n'en sait trop rien, mais surtout ça a un peu parasité Vauvert, mais bon ça... Voilà. Au final, demi-entrée sur les gradins des arènes de Moguio, une déception relative occasionnée par le bétail de Michel et Jean-Pierre Gallon, devant lequel le torero nîmois Marc Serrano a ravi l'unique oreille de l'après-midi. En effet, 4 taureaux sur 6 ont perdu leurs sabots en cours de Lydia, empêchant ainsi au combat de prendre toutes leurs dimensions. Les 2 derniers exemplaires, qui sont revenus à Mehdi Savali et au Portugais Antonio João Ferreira, ont d'ailleurs perdu leurs 2 sabots des antérieurs pendant la faine, occasionnant le courroux du public. De ce fait, Mehdi Savali, qui a écouté une pétition d'oreille à l'issue de sa première faine, que l'on vient de voir à l'instant, a effectué une vuelta puis a écouté un silence devant le 5e taureau. Quant à Antonio João Ferreira, le protégé de Richard Millian que l'on voit ici par Véronique, devant le dernier tour de la journée, il a écouté le silence par 2 fois. Beaucoup de déception donc, d'autant plus que le bétail des frères Gallon affichait une noblesse affirmée, mais qui n'a pu s'exprimer du fait de ses problèmes physiques récurrents. Rappelons que ces taureaux de Gallon ont passé un hiver particulièrement difficile avec des pâturages inondés pendant de nombreuses semaines. C'est une des raisons avancées en tout cas par les éleveurs qui ont commandé un examen vétérinaire approfondi. Un problème alimentaire pourrait également justifier ces accidents, notamment concernant un manque de cuivre et d'autres vitamines essentielles aux taureaux braves. Et les années se suivent décidément et ne se ressemblent pas à Moguio. On poursuit notre chapitre tauromachique en évoquant à présent ce beau week-end d'affition qui s'est déroulé vendredi et samedi au cœur de la Camargue entre le mas de la Bélugue et les arènes de Salins-de-Giraud. Tout le peuple du taureau s'était réuni à l'occasion du 150e anniversaire de la manade Yonnet, la plus célèbre des ganaderies françaises dont les produits ont foulé le sable d'arènes aussi prestigieuses que celles de Madrid, Barcelone ou encore Séville. En marge de l'exposition proposée au mas de la Bélugue et sur laquelle nous reviendrons dans notre édition de demain, un festival taurin a été proposé samedi après-midi aux arènes de Salins-de-Giraud. Je vous propose d'en revivre les meilleurs instants. Du soleil, de la chaleur et quelques arabis bien camargués pour donner le ton à cet après-midi estival aux abords des arènes de Salins-de-Giraud où était célébré samedi dernier un festival taurin dans le cadre du 150e anniversaire de la manade Yonnet. Un événement qui a été suivi par plusieurs centaines d'aficionados au cœur de la Camargue pour une course composée en 2 parties. Dans un premier temps, 3 vaches de l'éleveur de la Bélugue ont été tientées par 3 élèves de l'école taurine d'Arles. Sofianito, Juanito Leal et Morales Balti ont ainsi pu se mettre en valeur
face au génisses dont le comportement a été jugé par le Ganadero Uberione. Une piste de Salins-de-Giraud, ensuite investie par 4 matadors qui connaissent bien les taureaux porteurs de la devise verte et blanche. 3 d'entre eux avaient d'ailleurs quitté leur retraite professionnelle pour venir rendre hommage à Uberione. D'après que c'est une référence et que c'est un grand monsieur, et que d'abord appartiennent quand même à l'histoire contemporaine et même ancienne, et même de l'époque moderne de la tauromachie française, comme éleveur, comme impresario, et surtout comme le don des gens à l'ordre. C'est quelqu'un avec une personnalité très attachante et très bien racinée dans cette région de la Camargue. Alors l'effort a été fait, mais c'est vraiment un plaisir quand même d'être en conséquence avec la qualité humaine de ce monsieur et de cette famille. Oui. Tomás Campuzano, Victor Mendes, Stéphane Fernandez Meca et Mehdi Savali ont chacun dédié leur taureau au Ganadero de la Bélugue afin de rendre hommage à la trajectoire d'un élevage fondé au XIXe siècle, mais également pour remercier l'ancien directeur des arènes d'Arles pour son appui permanent à une époque où ces toreros, aujourd'hui accomplis, étaient inconnus en France. Une course particulièrement animée en piste, suivie avec attention par un public fidèle qui n'a pas manqué d'applaudir les détails soignés de Tomás Campuzano, gratifié d'une oreille, la vista et la technique de Victor Mendes, récompensé par 2 pavillons, l'effort conséquent de Stéphane Fernandez Meca, malheureux avec les aciers mais applaudi, ou encore le sens du spectacle affirmé de Mehdi Savali, qui a ravi la dernière oreille de la journée. C'était extraordinaire parce que, bon, on avait monté ça, c'était un peu une journée familiale, et puis il s'est avéré que, bon, autant les vaches que les taureaux sont sortis. C'est dommage que Stéphane ne soit pas arrivé à bien tuer le sien, parce que ça aurait été une journée extraordinaire. C'est vrai que ça comptera, hein, dans une vie, c'est quelque chose, fêter les 150 ans comme ça de la famille, et puis passer une après-midi comme ça, ben ma foi, on en redemande. Ovationné à l'issue de la course, Uberione a partagé la Vuelta finale aux côtés des maestros d'hier et d'aujourd'hui, rencontre éphémère d'un anniversaire où afition et histoire du taureau brave en Camargue a su rendre hommage à l'un de ses plus importants patriarches. Et une dernière information taurine, malheureusement c'est une mauvaise nouvelle, vous le savez, El Foundi hier reprenait l'épée après son grave accident survenu à cheval et cette chute qu'il avait écarté des arènes pendant plusieurs semaines. Il reprenait l'épée à Tolède hier aux côtés de José Tomás et de Eugenio de Mor. Eh bien, El Foundi a été blessé par son premier taureau de Salduendo, au taureau de Fernando Domecq. Coup de corne très important de 20 cm à la cuisse gauche. La participation d'El Foundi donc pour les prochaines férias est donc compromise. On l'annonce notamment à Beaucaire à la fin du mois de juillet, mais là ça fait la deuxième grave blessure du Foundi en quelques semaines. On lui souhaite bien évidemment beaucoup de courage et un prompt rétablissement. Saison difficile pour El Foundi qui avait été un des grands animateurs de la saison précédente. Juste un mot sur Tendido et sur le week-end à venir, on va parler d'Istres. En effet, dans Tendido Sud, mercredi soir, il y aura bien une émission spéciale consacrée à la prochaine feria d'Istres. Première corrida annoncée ce vendredi à 19h aux arènes du Palio avec les taureaux de Miura qui seront notamment taurés par Mehdi Savali, qu'on a vu sur ces images à Salins-de-Giraud. Et puis ensuite, tous les triomphateurs de Nîmes et Madrid seront présents, notamment le samedi avec cette corrida exceptionnelle sur le papier. Javier Conde, Sébastien Castella et Luis Francisco Espla qui viennent triompher à Madrid pour sa dernière corrida à Les Ventas. Et puis le retour le dimanche des fameux taureaux de José Escolar Gil qui avaient triomphé lors de l'édition 2008. Merci Christophe pour ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis à 21h sur Télémiroir. Retour sur une des belles pages de la saison des Arlésiens en football avec la venue de Niort, Arles-Niort, et une belle victoire des Lions d'Arles. Merci encore de votre fidélité. À très bientôt sur Télémiroir.